Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Le 18, bonne année encore à tout le monde et bienvenue à tous avec nous, Amath Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique, et Mokhtar Sow, chercheur et spécialiste des évaluations des politiques publiques. Ce samedi 6 janvier, le Sénégal est en deuil. 13 personnes ont été tuées à Niassi en Casamance. Pour l'heure, personne ne sait encore des auteurs de ce crime. Beaucoup de Sénégalais ont été affectés par cet acte barbare. Le gouvernement parle d'un acte désespéré pour tenter de remettre en cause le processus de paix en Casamance. Depuis quelques années, on observe une accalmie dans le sud du pays. Le président Macky Sall a tendu la main au MFDC dans son discours de fin d'année pour aller à une paix définitive. La veille, vendredi 5 janvier, on apprend la libération des prisonniers membres du MFDC côté Salif Sadio. Le lendemain, la tragédie. Amath Soumaré, quelle lecture faites-vous de cet acte? Je commencerai par souhaiter tous mes bons vœux à vous, autour de cette table. Merci. Donc à vos éditeurs et à tous les Sénégalais et Sénégalaises. Et par rapport et présenter aussi nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par cet événement. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, donc l'État du Sénégal a été très patient et trop patient. Ce qu'il devait faire dès le départ, même quand Diamé était là, c'était d'abord de bombarder la Gambie. Ah bon? Oui, bombarder la Gambie, je répète, et discuter après. Parce qu'il savait exactement que ces gens, donc, lorsque ça se passait, où est-ce qu'ils allaient. Parce que ça a trop duré. Et lorsque maintenant la Gambie est sécurisée aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de fourniture de munitions. Pour faire de la guerre, il faut avoir des munitions. On ne peut pas faire de la guerre 10 ans, 15 ans sans munitions. C'est pas possible. Personne ne peut vous dire que donc on peut faire la guerre même une semaine sans munitions. L'autre problème aujourd'hui qui se pose, c'est la frontière avec la Guinée-Bissau. Il faut maintenant, je pense que ce qu'il faut, l'urgence, c'est de tout nettoyer et de discuter en même temps, continuer la discussion. Mais tant que ceci n'est pas fait, et tant que ce nettoyage n'est pas assez, avec la prolifération des armes légères, il y aura toujours des petits brigands, des petits trafiquants, des petits des malfrats qui seront là pour des intérêts personnels. Si c'est des problèmes de coupe de bois, ce n'est pas à eux de réguler. Ils ne sont pas l'État. Il y a les inspecteurs ou des trucs de eaux et forêts qui sont là pour ça. Il y a les militaires qui sont sur place qui peuvent le faire. Ce ne sont pas des particuliers, même si c'était donc le bois qui ne devait pas se couper. Ils ne doivent pas agir. Ce n'est pas leur rôle. Le problème qui se pose, je ne pense même pas que ça soit l'histoire de bois. C'est une fraction, certainement, qui ne veulent pas donc perdre des intérêts dans cette négociation, qui ont peut-être agi pour pouvoir saboter ce qui se passe. Mais qu'à partir de là, je pense que well done. Le problème qui se pose maintenant, c'est d'assainir la situation. Assainir la situation, il n'y a rien d'autre. Discuter maintenant avec les Bissau-Guinéens, gérer le problème de la frontière pour que, d'une part, plus de munitions ne rentrent au Sénégal. La Gambie, c'est réglé. Mais côté Guinée-Bissau ou côté Guinée, je ne pense pas que ce côté Guinée pose problème. C'est beaucoup plus la Guinée-Bissau avec les narcotrafiquants qui sont dans les îles, parce que c'est devenu maintenant l'Eldorado. Parce que ces narcotrafiquants donnent de la drogue à des pêcheurs sénégalais qui leur font venir ces piroguiers vers la Casamance, le sud de la Casamance, et qui contournent pour aller vers le nord, donc du Sénégal. Le problème qui se pose, il faut régler ce problème-là pour pouvoir arrêter la guerre. C'est-à-dire qu'il y a l'hémorragie où ça se trouve, c'est là qu'il faut arrêter. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Mokhtar, vous partagez cette position de Amath Soumaré? Tout d'abord, vous remercier de cette invitation et puis évidemment souhaiter mes vœux les meilleurs à l'ensemble de vos auditeurs. Merci. Ainsi qu'à Monsieur Soumaré et dire que simplement on ne peut que déplorer le fait qu'après un processus qui a été entretenu de bonnes intentions et d'actes positifs posés par l'État depuis près de 3-4 ans, que la Casamance
connaissent à nouveau des exactions de ce type-là. Il me semble que c'est une question particulièrement sensible et il faut y aller, à mon sens, avec intelligence. Pourquoi ? Parce que on ne peut plus parler de guerre. Il y a évidemment des conséquences de la guerre au plan social, au plan économique. Ce sont des objets complexes. Une nouvelle sociologie se forme, une nouvelle économie se forme. Certains acteurs, organisés ou pas, forts ou pas, influents ou pas, ont un rapport avec ce qui représente leur opportunité créée du fait de la guerre. Et donc on peut comprendre quelquefois que des actes désespérés puissent être posés pour compromettre un processus de construction de la guerre qui aujourd'hui est en train de fleurir, quoi qu'on en dise. Je pense que la responsabilité de l'État du Sénégal, c'est de prendre beaucoup de distance d'avec cela et d'avoir une attitude constructive. Construire la paix, ce n'est pas un acte facile. Il y a tous ceux qui sont contre ce projet de paix. Et malheureusement, moi, je ne suis pas pour qu'on bombarde qui que ce soit. Je pense que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est en phase avec rencontre beaucoup de défis sur le plan économique, social, et que le Sénégal aujourd'hui a comme avantage compétitif d'être cet îlot de paix dans une Afrique de l'Ouest particulièrement minée par toutes sortes de questions de sécurité, de problèmes importants. Et il me semble qu'il faut que le Sénégal continue à garder, malgré tout, avec cette gangrène casamançaise-là, cet avantage compétitif. Et à mon sens, c'est là où il faut que nos autorités, et je pense qu'ils sont évidemment, du fait des actes qui sont posés objectivement, ils sont tournés vers cette logique-là de construction de la paix. Et je pense qu'il faut continuer le dialogue, continuer cet exercice de récupération, n'est-ce pas, des différentes catégories d'acteurs et continuer à, comment dirais-je, construire une paix durable parce que c'est là l'avenir du Sénégal. Le gouvernement a annoncé une défiscalisation de la zone sud du Casamance pour permettre qu'il y ait des investissements. Je pensais que dans la recherche de la paix, les investissements, s'ils sont réellement mis en place, peuvent aider à aller vers une paix. Oui, parce que c'est tout à fait normal. Quand on veut, par exemple, développer une zone, donc ça devient soit une zone économique ou une zone donc défiscalisée, ça c'est tout à fait normal. Parce que le problème de la Casamance, avec toutes ces années d'instabilité, il n'y a pas eu d'investissement. Les investisseurs ne vont pas aller mettre un centime donc sur place. C'est tout à fait normal. Pour pouvoir attirer les investisseurs, donc ce plan de pouvoir défiscaliser au niveau des hôtelleries, des investissements dans ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème qui se pose, comme disait tout à l'heure, M. Chaud, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que même si ce problème-là n'est pas stoppé, les gens qui vont investir, ça va être comme dans d'autres pays, il y aura donc comme en Italie ou autre, des gens qui vont venir donc de la mafia demander à ces gens de payer des impôts de guerre. Ça se fait encore, ça se fait partout ailleurs. Le problème qui se pose, c'est ça. Ce que je dis, quand on ne règle pas le problème à la racine, ça va revenir tôt ou tard. Les investisseurs vont investir, ils vont leur demander maintenant, comme font les autres mafieux, donc de verser des efforts de guerre aux gens. Le problème qu'il est là, c'est ça. Le problème, je pense que ce n'est le fait même de bombarder, c'est pas ça. Le problème, c'est le Sénégal est une puissance militaire en Afrique, qu'on le veuille ou pas. Nous avons les capacités de régler le problème. Mais si on veut faire la paix, il faut celui qui veut la paix prépare la guerre. Le problème qui se pose, c'est que il faut que ces personnes comprennent que maintenant, on ne rigole plus, c'est fini. Mais est-ce que dans ce conflit, il faut tenir en compte la donne sous-régionale? Oui, c'est la donne sous-régionale, oui, parce que le problème qui se pose, les pays qui entourent le Sénégal. Oui, ce problème, je pense que ce problème du Sénégal, on l'a vu avec les votes de l'OUA, donc des gens qui ont voté contre le Sénégal, des trucs souterrains. On le voit, c'est tout à fait normal. Le Sénégal, donc aujourd'hui, est un pays envié dans la sous-région, qu'on le veuille ou pas, et qu'on le dise ou qu'on le dise pas. Le problème, on le sait. Le problème de la Gambie a monté en exergue
Donc même des pays qui n'étaient pas complètement donc rivés dans la CEDEAO, dans l'UEMOA ou CEDEAO, venir donc mettre leur nez dedans. Le problème n'est pas là. Le problème est que on est parvenu on comprend exactement la position géopolitique aujourd'hui qui se passe. Et c'est en fonction de cette situation géopolitique aujourd'hui qu'il faut agir. Et parce que sinon, donc cette déstabilisation du Sénégal à partir du Sud se fera, mais de façon insidieuse. C'est la raison pour laquelle je parlais de mettre la force pour qu'ils comprennent, ou les acteurs qui sont prêts ou qui sont proches ou éloignés comprennent que maintenant on ne rigole plus. La plupart donc de ce problème a été engagé par rapport à la Gambie. Et si on ne le fait pas pour leur montrer que maintenant on peut agir avec force, ils vont continuer leur façon insidieuse donc de brûler le Sénégal par le bas. Et c'est ça qui fait que c'est dangereux dans ce pays. Et demain, on va mettre des hôtels, les gars vont venir maintenant, comme en Corse, demander des impôts de guerre. Et qu'est-ce qui dira le contraire? Rien du tout. Est-ce que dans l'analyse holistique du problème, il faut tenir en compte la donne sous-régionale, avec aussi aujourd'hui on parle du Sénégal, de plus en plus pays pétroliers, gaziers. Est-ce que tous ces paramètres-là doivent être pris en compte dans l'analyse et la résolution de ce conflit? Bien naturellement, on ne peut pas extraire évidemment la question casamançaise d'une dynamique sous-régionale sous-jacente, parce que évidemment d'autres pays ont joué un rôle moteur dans l'accentuation de cette crise casamançaise au Sénégal. La Gambie, la Mauritanie, Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry elle-même. Et donc on ne peut pas ne pas tenir compte de cette dynamique géopolitique à l'échelle communautaire. Maintenant, évidemment, on l'a vu, on était là quand cette crise gambienne a été ouverte, le rôle que la communauté, la CEDEAO, a joué, même ayant donné le leadership au Sénégal. Et ce leadership-là est très significatif. Oui, le Sénégal ne peut qu'être envié dans cette sous-région, au plan diplomatique, du point de vue de sa présence et de son potentiel. Mais attention, il faut que le Sénégal puisse évidemment se jouer de ce privilège. Parce que c'est un privilège fragile. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant et qui tient uniquement au fait que, comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal est un îlot de paix et fort d'une histoire qui a permis de construire évidemment une certaine synergie au plan ethnique et également un certain nombre de ressources sociales qui constituent aujourd'hui les tenants de cette paix. Donc il faut en assurer la durabilité. Maintenant, évidemment, on est dans un contexte où, au plan économique, le Sénégal aujourd'hui est promu à un bel avenir, il faut le dire. Nous allons devenir un pays pétrolier, nous allons évidemment devoir faire avec des logiques lobbyistes et de la diplomatie économique que nous ne connaissions pas jusque-là. Et c'est pourquoi ma seule préoccupation, c'est d'attirer les autorités sur la nécessité d'avoir une approche stratégique de plus en plus aiguë, tenant compte des pratiques des autres États, de leurs partenaires traditionnels dans les pays où il y a ces potentiels-là, notamment au plan énergétique et, sur les questions du pétrole. Et je pense que c'est une question sensible, mais je mets ça sur la table et il me semble que c'est un point d'intérêt. Il faut qu'on ait une approche de plus en plus stratégique. Ahmad, vous êtes spécialiste de l'intelligence économique. Ouais. Ça, c'est des questions abordées dans l'analyse diplomatique, dans l'analyse économique, la connaissance même de l'intelligence. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette affaire de la Casamance, avec ces ressources naturelles qui sont venues s'ajouter un peu au potentiel du Sénégal, peuvent être aussi une source d'attiser le feu? Bien sûr. De toute façon, donc, partout dans tous les conflits qui ont lieu, donc, dans ce continent, ou partout dans le monde où le pétrole ou d'autres mines, il y a toujours des intérêts, donc, qui sont larvés en bas. C'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, M. Shaw a parlé de stratégie. Exactement. On fait de la diplomatie préventive. Cette diplomatie préventive fait que on comprend les nouvelles ressources qui sont là. C'est la raison pour laquelle il faut leur montrer que nous sommes paisibles
mais nous ne sommes pas des faibles. Voilà, qu'à partir de là, qu'ils comprennent maintenant, qui pourra. Nous sommes paisibles, mais nous ne sommes pas des faibles. C'est pas parce qu'on discute qu'on est des faibles. C'est pas qu'on discute en général parce qu'on est fort. Les gens qui sont forts discutent. Ceux qui ne sont pas forts font beaucoup de bruit. Le Sénégal ne fait pas de bruit. Le Sénégal est connu partout dans le monde pour sa teranga, pour sa gentillesse. Mais il faut pas que cette gentillesse soit transformée en faiblesse. C'est la raison pour laquelle que je dis, aujourd'hui, pour préserver nos ressources, pour préserver donc notre stabilité, nous devons changer de politique parallèlement. C'est-à-dire que quand je dis changer de politique, c'est leur montrer qu'on peut être fort quand il le faut et qu'on peut discuter quand il le faut, de faire les deux à la fois. Mais dans ce problème des ressources, il est certain que le Sénégal est menacé. Il est menacé par des velléités donc que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Et c'est la raison pour laquelle donc ces mines qui ont été découvertes un peu partout au Sénégal, nous devons faire beaucoup attention pour que donc d'autres puissances étrangères ou d'autres puissances qui passent par des pays étrangers ne puissent pas nous infiltrer. Et là, ce serait très grave. Ce sera la guerre perpétuelle, parce que nous n'avons pas tapé, donc comment ça s'appelle, arrêter l'hémorragie quand il le fallait, on a laissé se développer, et là ça devient une gangrène, et ça c'est grave. Et je pense qu'on a été assez patient de ce côté, et qu'à partir de là aujourd'hui maintenant, je pense qu'une nouvelle stratégie aujourd'hui de diplomatie préventive, de prévoir, de prévenir donc tout ce qui est velléité de problèmes supplémentaires, qu'on les stoppe maintenant pour pouvoir maintenant préserver la paix demain. Oui, l'autre point de notre débat, c'est la justice. On a vu tous ces derniers jours des magistrats, l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, fait des sorties pour réclamer plus d'indépendance pour la justice sénégalaise. Est-ce que le problème, c'est un problème de système qui est posé, ou bien c'est un problème de personnes par rapport à leur propre indépendance? Écoutez, moi je pense que la question de l'indépendance de la justice est une question complexe. Parce que elle met en prise deux responsabilités. La responsabilité de l'État, donc celle que vous appelez la responsabilité du système finalement, au plan institutionnel, de mettre en place un certain nombre de normes et de garanties qui permettent, comment dirais-je, une administration de la justice qui soit sereine, avec une justice qui soit impartiale, avec un juge qui est dans les conditions de dire le droit sous la seule autorité de la loi. Et de l'autre côté, la responsabilité d'hommes et de femmes que l'on appelle dans notre système des juges qui doivent assumer cette responsabilité-là dans une logique de déontologie et d'éthique. Ce qui rend la question difficile, c'est que il y a des instruments au plan juridique, parce que quand même, on parle là d'un principe qui est énoncé par la Constitution, donnant corps à la séparation des pouvoirs. On parle là d'un principe essentiel pour une bonne crédibilité de la justice et son acceptabilité sociale. Et donc, l'État a aménagé un certain nombre d'instruments dans notre cadre, dans le cadre juridique, dans le cadre normatif sénégalais, évidemment avec le principe d'inamovibilité des juges du siège, avec un CSM, un Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé d'une certaine façon, mais qui tant bien que mal assume son rôle de gestion de la carrière finalement des magistrats. Mais ce sont des instruments qui, quand on fait une analyse par l'économie politique, ce sont des instruments qui ont du mal à démontrer leur efficacité. Pourquoi ? Parce que d'autres des astuces de gestion sont utilisées par l'exécutif. Les consultations à domicile. Les consultations à domicile, comment dirais-je, les affectations, l'intérim, comment dirais-je, la nécessité de service qui impose finalement au magistrat, qui contraint le magistrat d'une certaine façon à aller toujours à gérer sa propre carrière. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des intérêts, qui ont des familles, qui ont donc de ce point de vue-là, il y a finalement un cadre normatif qui ne permet pas une
bonne, comment dirais-je, qui ne permet pas une indépendance optimale de la justice. Mais moi, je ne peux pas aller jusqu'à dire que la justice n'est pas indépendante. Je dis simplement que les mécanismes pourraient être plus appropriés et plus efficaces. Maintenant, l'autre pendant de la question, et qui pour moi importe le plus, c'est la responsabilité des hommes. On parle là, évidemment, il faut distinguer l'indépendance de la justice et l'indépendance de la magistrature. La justice, ce n'est pas que la magistrature. Dans la justice, il y a des greffiers, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a toutes sortes de corps et de professions qui participent de la bonne marche de la justice. Donc, parler de l'indépendance de la magistrature, c'est parler de quelque chose de particulier. On parle quand même d'un corps qui, au Sénégal, a bénéficié d'un certain nombre de privilèges et d'avancées importantes qui permettent plus de sérénité dans la distribution du service public de justice. Cependant, évidemment, il importe que cette indépendance-là soit non pas revendiquée, mais incarnée. Parce que, pour moi, les principes et le cadre légal permettent de recourir même à la loi pour que s'exerce cette indépendance. Alors que la loi, c'est leur matériau. C'est ce avec quoi ils travaillent au quotidien. Et donc, pour moi, il y a un paradoxe. Il y a des questions qu'on pose dans le champ syndical qui, de mon point de vue, pourraient déjà trouver des solutions dans des recours pour excès de pouvoir exercés par des juges contre des décisions d'affectation qui ne sont pas fondées quand on considère les délais parce que tout ça est encadré. L'intérim, je pense que on peut pas dépasser 6 mois. La nécessité de service, je pense qu'on peut pas dépasser 3 ans. Tout ça est encadré par la loi. Et le juge connaît la loi. Pourquoi n'attaque-t-il pas dans le terrain judiciaire ces questions qui sont d'ordre juridique? Et donc, pour moi, c'est une question de responsabilité. Évidemment, il y a d'autres problématiques, mais on pourrait revenir là-dessus. Soumaré, par rapport à cette question où le juge Demba Kandji disait qu'aujourd'hui, au Sénégal, le plus simple conflit est judiciarisé, en même temps, les gens critiquent de plus en plus la justice dans sa façon de faire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la justice est montrée du doigt parce qu'il y a un problème vraiment sérieusement de gouvernance. Sérieusement. Parce que si je prends par exemple l'exemple très simple, n'importe qui est en prison, ils vont se dire c'est le président qui l'a mis en prison, c'est le truc qui l'a mis en prison. C'est très facile. C'est-à-dire que, en fin de compte, on se croyait dans un royaume, quoi. Donc c'est le roi qui met les gens en prison, c'est le roi qui doit le sortir. Et c'est ça qui est un peu déroutant dans cette façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si déjà on met la justice ou on personnalifie la justice à un président, à une personne, cette personnalisation, je pense que c'est quelque chose qui déroute. Donc, et ça, c'est un problème sérieux. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas Khalifa Sall, on dit que oui, c'est un problème politique. Les gens oublient tout ce qui s'est passé. Il y a des avocats, il peut plaider, il peut discuter, s'il a des arguments, donc il passe. Mais s'il n'a pas d'arguments, ça veut dire ce qu'on l'accuse est réel. Mais non, on ne voit pas toutes ces réalités. On se dit, on l'a mis en prison parce que, et voilà, c'est politique. Les gens ne voient que cet aspect-là. Est-ce que c'est pas parce que certains citoyens, face à certains dossiers, se disent qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport au traitement des dossiers par la justice? C'est ça que j'ai dit, parce que le problème... C'est pas ça qui fait que les gens parlent de politisation. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a un problème de gouvernance grave. Raison de plus qu'à partir de tout ça, que le gouvernement, donc le ministère de la Justice ou autre, puisse réfléchir, donc vraiment, à éviter une interprétation fausse ou vraie. De dire que on a mis Sow en prison parce qu'il est opposant. On a mis Alassane en prison parce que non. Si on a mis quelqu'un en prison parce qu'il y a une raison pour laquelle. Est-ce que c'est politisé ou pas politisé? C'est les juges ou les magistrats qui vont décider de ça. Ce n'est pas le ministre de la Justice, ce n'est pas le président de la République. Vous voyez, je veux dire. Mais là, la mentalité ancrée de tous les Sénégalais. 99% des Sénégalais, quand un problème se pose, ils vont se dire, demandez au président de le sortir. Comme si le président, même avec sa grâce, il peut sortir n'importe quand. Attends, il y a un problème sérieux. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un royaume
où le roi fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est grave dans une justice, parce que ça veut dire que vous dites justice, les textes, c'est pour les autres. Faites ce que vous voulez, vous devez demander la grâce. Faites ce que vous voulez, vous allez prendre la carte du parti politique, on va pas vous mettre en prison. Et c'est ça le problème. Le problème sérieux, il est là. Le problème sérieux, on a un problème sérieux qui fait que les gens ne respectent plus les lois parce qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que il ne leur arrivera rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette perception que les populations ont dans la distribution de la justice? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un travail important à faire par les pouvoirs publics sur la transparence dans la gestion des dossiers, que ce soit au plan judiciaire ou autre. La deuxième chose, c'est que, parce que là, on est en plein sur la problématique qui est évoquée ici, c'est celle de l'exercice de la reddition des comptes, qui est un élément de gouvernance, qui est aujourd'hui, on ne peut plus en faire l'économie. Il faut que qu'on systématise le contrôle comme étant un acte de gouvernance. Tout le monde au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Et évidemment, on se joue, mais c'est tout à fait naturel, on se joue des contextes politiques pour systématiquement dire que tout acte de contrôle ou toute conséquence judiciaire ou pénale qui en découlerait est forcément, a une vocation forcément politique. Ce qui n'est pas une évidence. Et cela suppose finalement que on serait amené à penser que le politique est au-dessus de la loi. Mais nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Le politique qui manipule, qui gère des fonds, des deniers publics, quand il est contrôlé, et il doit l'être systématiquement, dans un état moderne, simplement, il doit l'être systématiquement. Et lorsqu'il est contrôlé, quelle que soit sa posture électorale ou sa posture politique, la primauté du droit, dans un état de droit, voudrait que l'on mette en avant la procédure judiciaire avant de la confronter au protocole politique. Et je pense que la difficulté, c'est celle-là. Mais maintenant, dans la façon dont la justice a été distribuée pendant un certain temps dans notre pays, on a finalement suscité dans l'opinion une sorte de suspicion et qui a discrédité d'une certaine façon le pouvoir judiciaire. Et c'est pourquoi, pour moi, cette indépendance de la justice est l'acte par excellence qui va revenir donner du crédit au pouvoir judiciaire. Est-ce que dans un pays, sur les principes, au Sénégal, sur les principes, on est très fort. Mais dans l'application des choses, dans le déroulement des choses, c'est là-bas qu'il y a un problème. Parce que si vous avez une administration aujourd'hui qui semble très politisée, il y a un souci dans la distribution de la justice, de l'égalité des citoyens devant la loi. Dans les textes, on est tous égaux devant la loi. Dans les faits, dans les textes. De jure et de facto. Mais voilà, dans la réalité, comme je dis, c'est un problème. Et là, c'est pourquoi je disais tout à l'heure le problème de gouvernance. Et je pense que le politique a intérêt. Le politique a intérêt parce qu'ils sont en train de scier la branche où ils sont assis. Le politique a intérêt à ce que tout le monde voit qu'il y a une séparation de pouvoir. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ou le président s'éloigne, qu'il reste que le ministre de la Justice qui gère le truc. Mais le problème qui se pose, c'est que le premier magistrat de ce parce que pays... l'une des revendications de l'Union des magistrats du Sénégal, que le président ne soit plus membre du Conseil supérieur de la magistrature et ministre de la Justice. Hier, le ministre de la Justice a répondu en disant, ça c'est pas le plus important. Le plus important peut-être c'est d'élargir le Conseil supérieur à d'autres entités, la société civile, universitaire, pour qu'il y ait peut-être beaucoup plus de débats dans le choix des affectations, de l'intérim et de la distribution de la justice. Mais non, la justice c'est quoi? La justice ce n'est pas seulement les magistrats. La justice c'est au niveau de toute la population. Donc il faut une représentativité. Lorsque vous allez dans un village, on va prendre les plus sages pour pouvoir donc juger les problèmes donc de la société donc dont vous vivez. Et je pense que c'est tout à fait normal s'il y a des professeurs, s'il y a des gens d'université qui sont aguerris sur ces problèmes, qu'on puisse les amener à réfléchir, à donner leur opinion. Ce n'est pas un petit caste qu'on va réunir.
Qui plus est, donc aujourd'hui, on a à peu près 520 ou 530 magistrats sur une population de 14 millions d'habitants. Ça veut dire que l'État, le problème qui se pose, c'est que ces magistrats, la plupart, quand vous allez dans ce truc, quand vous regardez l'âge de la retraite, ils doivent tous aller à la retraite. Tous. Il y aura que très peu qui resteraient. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qu'ils demandent, ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Ils demandent, par exemple, qu'on leur mette jusqu'à 68 ou 70 ans, donc qu'on avance leur truc. Mais il y a d'autres fonctionnaires qui voudraient qu'on leur laisse jusqu'à 68 ans. Oui, je veux dire, et c'est un problème sérieux. Et donc, les avantages qu'ils demandent, les autres fonctionnaires peuvent le demander aussi. Et ça, le problème, c'est que, il y a économiquement si c'est possible. Il y a techniquement aussi si c'est possible. Techniquement, si le gouvernement, donc l'aspect politique, ne gère pas ce problème avec beaucoup de doigté, il y aura des problèmes futurs dans la mesure où, donc, personne ne croira à la justice. On peut parler de justice, il lui dit, allez prendre la carte et puis il y aura pas de souci. Il faut demander le truc au président. Et ça, c'est un problème. Je pense que ça décrédibilise tout le système judiciaire. Tout. Et aujourd'hui, je vois des gens qui ne sont même pas des juristes et donc qui ne parlent parfois même pas français. Je veux dire que je les entends dans leurs interviews, ils mettent tout. Pour eux, ça n'existe pas. Ces textes-là, c'est du cinéma. Je suis sidéré de voir à quel niveau la profondeur de cette logique est dans la tête des gens qu'il n'a pas de justice. Il suffit que le président fasse ça et que ça se passe. Et ça, c'est grave dans un pays. Et c'est très grave pour les politiques surtout parce que il faut que les comportements donc puissent changer. Il faut qu'on change donc la façon, la perception pour que les gens comprennent que ils ont cette reddition des comptes qu'ils doivent faire, qu'ils comprennent que ils sont justiciables comme tout le monde. Et si c'est pas fait, donc je pense que on sera sur la théorie du chaos. Est-ce qu'au fond la crise ne semble pas être plus profonde que telle qu'on la pense? Quand vous allez à l'intérieur du pays, par exemple, dans certaines contrées, certaines populations ont l'impression qu'il n'y a pas de justice, qu'elles sont faibles face à des puissants, qu'on peut les mettre en prison quand on veut, qu'ils peuvent voler un poulet et rester 6 ans, ou bien 3 ans, 4 ans en prison, on ne s'occupe pas de leur dossier. Alors quand vous êtes en haut d'en haut, quand vous êtes en prison, on cherche rapidement à vous juger. Ça, c'est un vrai problème. C'est il y a certains peut-être qui nous écoutent là, qui sont en prison, peut-être qui sont là-bas depuis de longues années, qu'on n'arrive pas à juger, d'autres peut-être qui sont une aura, qu'on parle d'eux tous les jours dans les radios. Écoutez, moi je pense être bien placé pour en parler. J'ai visité la plupart des prisons du Sénégal, j'accompagne l'État depuis de nombreuses années dans le cadre de la planification de sa politique et sur les questions de gouvernance judiciaire, n'est-ce pas? Il me semble que c'est une question douloureuse d'injustice, voilà, qui traduit une inégalité dans le traitement des dossiers. Et une fois de plus, c'est là le lit, c'est là où finalement c'est l'un des facteurs explicatifs du discrédit qui est comment dirais-je. Et c'est là que les juges doivent faire le travail. Ils doivent faire le travail. Et puis c'est au-delà de ça, c'est-à-dire on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas technique, c'est-à-dire on est sur la perception que les populations ont de leur justice, ce qui est un service public. L'égalité devant le service public est un élément extrêmement important dans un État moderne, parce que c'est là où se réalise finalement l'égalité, l'égalité de tous devant le droit. Or, dans nos pays, malheureusement, ce qu'on note, c'est évidemment cette inégalité dans le traitement des dossiers, mais qui est liée à des facteurs, finalement deux principaux facteurs. Le premier a trait aux capacités d'intervention, aux facteurs techniques, les moyens, les ressources humaines disponibles pour la gestion des dossiers, le nombre de magistrats par habitant, le nombre de greffiers, quand il y a des décisions, évidemment, il faut les exécuter, le nombre de huissiers, même la présence des avocats dans les régions, ce qu'on pourrait appeler des déserts judiciaires, comme on parle de déserts médicaux, toutes ces questions-là, ça c'est au plan technique. Maintenant, de l'autre côté, c'est que nous sommes dans une société où on a une propension presque naturelle à intervenir, à faire ce qu'on appelle des interventions. L'intervention. Et donc, ça, c'est lié
à l'influence sociale ou quelquefois religieuse ou quelquefois économique que peut avoir celui qui demande cette diligence-là. Et ça, ce n'est pas que dans la justice. Dans beaucoup d'autres secteurs, vous verrez que ce qu'on appelle ceux qui ont des mains suffisamment longues pour toucher les décideurs ont la possibilité que le dossier soit diligenté dans des délais beaucoup plus raisonnables. Mais ça, c'est quelque chose qui va au-delà de la justice, qui va au-delà de l'administration. C'est la société sénégalaise elle-même qui est malade de ce fait. C'est une société qui est malade du fait que mon propre parent, qui aurait commis un délit, un crime, que je sois, moi, du point de vue éthique, avec ma propre conscience, que je sois capable d'aller demander qu'on lui fasse un traitement de faveur. Et 90% des Sénégalais sont capables de le faire. Peu importe si leurs parents a fauté ou pas. A fauté. Parce que, au fond, ce qu'il faut interroger, c'est l'éthique. Parce que on ne peut pas demander à autrui ce qu'on n'est pas capable d'assumer soi-même. Et je pense que c'est une question de fond qui se traduit dans les différents secteurs de différentes façons. Sociétale, exact. Le troisième point, c'est par rapport à la crise du Parti socialiste aujourd'hui. On a vu la crise entre Ousmane Tanor Dieng et les gens qui sont proches de Khalifa Sall, avec cette décision d'exclure 72 personnes du Parti socialiste en les considérant comme étant des fractionnistes, entre autres. Comment on peut analyser cette crise au Parti socialiste? Moi, je pense que par rapport au problème du Parti socialiste, qui est un parti politique, qui est une association privée, le problème qui se pose entre eux, c'est que d'un côté et d'autre, il y a des guerres de tendance. Ces guerres de tendance, ça veut dire c'est des guerres de positionnement. Donc, parce que du fait que c'est une rencontre privée, il y a des guerres depuis donc la chute du Parti socialiste donc en 2000 jusqu'à présent. Donc Tanor, les gens l'avaient, il était donc vraiment donc dans le viseur de beaucoup de personnes. Et qu'à partir de là, cette guerre, c'était de bonne guerre de pouvoir maintenant s'opposer, de pouvoir réagir sur certains trucs, de pouvoir réagir autrement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que moi, en tant que, une personne de la société civile qui a du recul, qui regarde ce qui se passe, c'est que, d'une part, quand j'ai regardé les textes donc du Parti socialiste, les partis, les membres, les sous-partis, comment ça s'appelle encore, les mouvements ou les tendances sont interdits au Parti socialiste. Ça veut dire que toute personne qui se met des tendances est hors du Parti socialiste. Il s'est surtout exclu. Et je pense qu'à partir de là, ils ont été très vicieux de passer par les textes. Les textes sont là, donc ils ne veulent pas de tendances. On respecte les choses dans les règles, ou vous êtes dedans, ou vous êtes dehors. Lorsque, par exemple, au niveau du référendum, donc le Parti socialiste a voté dans leur truc, qui vont voter oui. Et il y en a d'autres qui vont voter non. Il y en a d'autres qui partent dans les députations, donc, de leur côté. Et ça veut dire que, donc, si on regarde les règles, je ne juge pas qu'il a raison ou il a tort. Si je regarde les règles, ils se sont auto-exclus dans la mesure où ils ne veulent pas respecter les règles du consensus privé qu'ils ont eu entre eux. Et donc, ce qui fait que ce qui s'est passé, pour moi, c'est quelque chose de naturel, de logique. Parce que leur consensus dit qu'on ne peut pas avoir d'autres idées que celui du parti. Quand on est dans un parti, c'est la solidarité, hein. Donc c'est la raison pour laquelle, donc personnellement, je ne suis pas choqué du tout, mais les gens qui ont fait peut-être leur fronde de ne pas respecter ce que le parti a édicté, peut-être qu'ils ont leur raison. Je ne donne pas tort aux raisons. Je regarde dans les textes privés ce qui s'est dit. Dans leur raison, justement, ils disent que un parti doit aller à la conquête du pouvoir. Pour eux, le Parti socialiste est en train d'abandonner cette option pour continuer à être dans une alliance confortable et que certains apparatchiks du parti gèrent leurs propres intérêts au détriment du parti. Ok. Alassane, ça, c'est l'argument des contradicteurs d'Ousmane Tanor Dieng et autres. Alassane, en réalité, ce n'est pas Ousmane Tanor Dieng qui est en conflit avec Macky Sall. C'est deux visions du monde différentes. C'est une génération
avec ses ambitions, ses rêves, qui rêve d'un avenir possible pour un appareil qui a une histoire, qui aujourd'hui, de façon légitime, se pose comme une alternative. C'est une génération face à une autre génération. Moi, je lis ce que les dirigeants du PS sont en train de faire actuellement comme étant un acte de désespoir. C'est-à-dire, il y a une crise là qui a démarré, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que le PS, c'est un grand parti qui a un appareil, qui a un cadre normatif, des outils de gouvernance qu'il faudrait d'ailleurs renouveler compte tenu des changements importants qui s'opèrent dans son environnement et qui a pu survivre à une crise qui est en marche depuis 2000. Et tout ce qui se passe là, ce sont des épiphénomènes, ce sont des symptômes. Les contre-coups. Ce sont les contre-coups de la chute de 2000. De la chute de 2000. Et donc on est là en face d'un parti qui est en train d'essayer de survivre dans un format qui n'est plus adapté à la réalité. Et donc, il est normal que les jeunes, une certaine génération de leaders se revendiquant des valeurs et de la mission que s'est donnée ce parti-là, autant pour moi, puissent se poser en alternative. Et maintenant, on est dans le contexte sénégalais, dans une situation maintenant où, évidemment, le leader dans cette affaire-là est dans un contexte judiciaire qui n'est pas totalement favorable. Et ma conviction est que il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Que Khalifa Sall gère des deniers publics, a été contrôlé, et il est normal que les conséquences juridiques, judiciaires et pénales puissent s'exercer. Pour moi, cette loi doit être impersonnelle, systématique et banale. N'est-ce pas? Dans un pays normal. Dans un pays normalement constitué, dans une démocratie normalement constituée. Maintenant, évidemment, en théorie, tout est parfait. Dans la réalité, on est sur autre chose. Mais il faut faire avec la réalité. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a une querelle de leadership. Ces partis-là, et ce n'est pas que le PS. Quand vous allez à l'AFP, quand vous allez dans d'autres partis, ce qui se passe, c'est que on a des barons, des figures emblématiques de l'histoire politique moderne du Sénégal qui sont là depuis des décennies et qui aujourd'hui ont un langage depuis les indépendances et qui aujourd'hui ne peuvent plus parler au peuple sénégalais. Pourquoi? Parce que ce peuple est devenu en majorité jeune, que ce peuple parle un autre langage, a d'autres aspirations et ils ne savent même plus capter les rêves et les ambitions de cette jeunesse-là. Et donc, il est normal que cette jeunesse se reconnaisse dans des figures nouvelles. En fait, c'est un renouvellement de la figure qui est appelée. On ne peut pas arrêter la mer par ses bras. La presse sénégalaise aujourd'hui, en crise, avec un nouvel horizon qui vient de fermer, une situation économique complètement compliquée et des volontaires de l'information et de la communication qui ont infesté la presse. Je pense que la presse du la presse du Sénégal est confrontée à trois défis aujourd'hui. On a un défi politique, c'est pour tout ce qui est donc aujourd'hui la liberté d'expression qu'il voulait, donc ce qui s'est instauré petit à petit jusqu'aujourd'hui, de Blaise Diagne, Senghor, depuis Saint-Louis, 1881, donc la loi française sur tout ce qui concernait la liberté de la presse. Et aujourd'hui, ils n'ont pas calculé aujourd'hui, donc ce changement, ce virage, je pense que à ce niveau, au niveau politique, au niveau économique, on a un problème de rentabilité parce que quand on regarde la presse dans les tirages, on a à peu près 120 000 qui sont faits dans les quotidiens et 70 000 environ au niveau donc de tout ce qui concerne donc les hebdos. Et aujourd'hui, on a d'autres sites qui viennent, des sites internet et autres qui arrivent. Et
on a à peu près 25% de population alphabète, moins de 30% au niveau de tout le Sénégal. Et donc, on a un problème de modèle économique, c'est ça? De modèle économique. Le modèle économique au niveau politique, donc, les médias sont confrontés aujourd'hui avec tous les commerçants, les politiques qui les financent, ce qui fait que la crédibilité entre guillemets même de ces magazines ou de ces médias est sujette donc à des points d'interrogation. Au niveau donc économique, l'aspect rentabilité c'est une chose, mais on a aussi au niveau politique donc cette informalité qui est, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette informalité donc pousse les gens aujourd'hui dans la corruption, dans la fraude, dans tout ce qui est illégal, dans les les chantages. Donc, ça devient vraiment une autre façon d'être journaliste entre guillemets par rapport et l'autre façon je pense que qui doit aussi aujourd'hui de défi, c'est le défi du professionnalisme. Le professionnel, le journaliste doit être un professionnel, n'est pas journaliste qui veut l'être, et journaliste qui peut l'être, et qui a le droit d'être journaliste. Les journalistes ont une éthique, ont une déontologie, ont des choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, des scandales des journalistes qui sont amenés à la digue parce qu'ils demandent de l'argent, ils balancent dans leur site des trucs qui sont truqués. Ça fait bizarre. C'est toute la profession qui est minée en quelque sorte. Ce qui fait qu'on ne donne plus sérieux à ces gens. Oui, il y a une loi qui a été votée, une loi sur la presse. Il reste encore le décret d'application qu'il faudrait mettre en place. Vous avez l'impression que l'État fait son travail d'assainissement, de régulation dans la presse de façon générale? Pour moi, le rôle de l'État par rapport aux médias de façon générale qui assument, quoi qu'on en dise, une mission de service public est un rôle d'encadrement, de régulation. Est-ce qu'il joue réellement ce rôle-là, l'État? Bon, maintenant, évidemment, il y a des actes qui sont posés, mais je pense que beaucoup d'autres choses restent à faire. Et pour moi, l'un des aspects importants de l'intervention de l'État, et à mon sens, aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment bon sur cela, c'est la formation et la formation des journalistes et créer la création d'un cadre juridique favorable à l'exercice de cette fonction. Et là-dessus, on a fait 2 pas en avant, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, pour moi, il est important, il a trait, à la professionnalisation. Mais qui parle de professionnalisation parle d'une profession. Et à mon sens, peut-être que le monde des médias devrait davantage gagner en autonomie dans son organisation, créer les conditions de la gouvernance de cette profession, développer évidemment des outils pour même pouvoir agréer ceux qui peuvent se revendiquer de cette profession, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le rôle, je pense qu'on attend beaucoup trop de l'État. Je pense qu'il appartient également au syndicat des journalistes d'assumer toutes leurs responsabilités en la matière en prenant des dispositions et des mesures nécessaires à encadrer leur profession et à en garantir la crédibilité et le professionnalisme. Mais tout cela, c'est dans le nouveau code de la presse. C'est dans le nouveau code. Mais comme le code n'est pas encore exercé, vous savez, moi je pense qu'on attend beaucoup trop des textes. Il y a des choses qui sont dans qui doivent découler de l'entente des acteurs. L'intérêt même. Cette profession vous appartient. Et ce qui vous appartient, vous en prenez soin. Parce qu'il y va de votre crédibilité, il y va de votre du développement de votre activité. Et donc n'attendez pas d'un quelconque pouvoir public qu'il vienne organiser un secteur où vous êtes les acteurs les plus importants. Prenez votre responsabilité. Et pour moi, je pense qu'il y a ce manque-là. Et oui, pour un cadre juridique favorable, et je pense que l'État a encore un rôle important à jouer là-dedans, et je pense que c'est son devoir le plus absolu, mais également une professionnalisation portée par les professionnels eux-mêmes. Et c'est l'aspect technologique aussi, voilà. Parce qu'aujourd'hui on a l'innovation technologique qui arrive, qui fait que tous les médias sont complètement digitalisation. Les gens sont complètement, le truc économique, le modèle économique est complètement donc changé de paradigme, ce qui fait que
toute la 80% de ce qui existe ici, dans 4-5 ans, ils n'existeront plus parce qu'il faut qu'ils changent de paradigme, qu'ils changent aujourd'hui vers la digitalisation à tous les niveaux. Aujourd'hui, ils vont aller dans les big data, ils vont aller dans les serveurs, ils vont faire des recherches pour faire le journalisme autrement. Et ça, je veux dire que ce sera une évidence. Si les gens, donc, leur profession de journalisme reste dans le truc classique, ils vont tous mourir. Point final, à Remue-Ménage, nous étions avec Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique, et Mokhtar Sow, chercheur et spécialiste des évaluations des politiques techniques. Au micro, Alassane Sambo Diop, politique publique. Au micro, Alassane Sambo Diop, à la technique, Abdoulaye Diop et Alioune Diassé. Bon dimanche à vous.